Merci beaucoup, Alexandre. Alors, il y a beaucoup à dire. Tu as de loin pas dit tout ce qu'il y a dans tes livres. Euh, donc, je vais peut-être d'ailleurs profiter de mon intervention pour les exemples que tu as donnés étaient plutôt micro-régionaux. Enfin, disons. Voilà, je vais peut-être profiter de mon intervention pour élargir un petit peu la focale et aussi pour peut-être placer la discussion aussi en partie à des plans plus philosophiques, etc. Mais voilà, après, on mélangera tout ça. Alors, je voudrais commencer. Peut-être qu'on va faire de la manière suivante. Je te pose une question, puis tu prends le temps de répondre je ne vais pas tout poser en même temps parce que ça n'a pas de sens. Ça fera beaucoup trop. Tu as peut-être fait allusion à la notion de commun négatif au début. Tu n'y as pas tellement insisté par la suite. Une des pierres d'angle de l'approche d'Alexandre et de ses collègues sur cette écologie du démantèlement, c'est il y a une double notion d'héritage, c'est-à-dire le fait d'assumer les choses qui nous sont léguées par le passé. Le passé n'est pas un personnage. Enfin, on reçoit du passé, non pas comme un truc à des trucs absolument immondes, donc qu'il faut absolument démolir, ou alors il faut fuir vers d'autres mondes, mais non, assumer l'héritage que nous recevons, mais en acceptant aussi que ce sont parfois ce que tu appelles des communs négatifs, c'est-à-dire des éléments d'un commun, des choses qui nous reviennent en commun. Nous sommes héritiers collectifs d'une certaine manière, mais négatifs parce qu'ils sont grevés d'une négativité, alors que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs types de négativité. À la limite, chaque commun négatif a sa négativité spécifique, mais voilà. Ça peut être la pollution, ça peut être la laideur, ça peut être l'impact écologique trop long sur la durée, la vétusté, l'obsolescence, enfin bref. Alors, dans ton approche, tu parles beaucoup de communs négatifs, je dirais, matériels et infrastructurels, mais je pense qu'on en a un peu discuté aussi juste avant de venir. Ton approche n'exclut pas des héritages, si j'ose dire, immatériels. C'est-à-dire une culture, peut-être une culture ambiante, une culture, même des visions du monde, des paradigmes qui nous habitent et qui nous régissent peuvent être des communs négatifs. Je précise, moi je travaille sur ce qu'on appelle l'économie existentielle, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, en fait, nous avons des factualités anthropiques qui nous portent, c'est-à-dire nous sommes des êtres mortels, nous sommes des êtres finis, nous vivons dans une biosphère finie qui n'est pas toute gentille et toute douce, hein, qui notamment est là pour nous, à la fin, avoir raison de nous un par un. Voilà. Et ces factualités-là, évidemment, elles induisent, en tout cas dans cette approche, elles nous poussent collectivement à adopter des systèmes culturels, c'est du moins la thèse de cette approche, hein, des systèmes culturels qui nous permettent de porter cette finitude, de donner un sens à nos vies malgré la mortalité, en dépit de la finitude, ou à travers elle, enfin bref. Hein. Et il se trouve que notre modernité occidentale a décidé, entre guillemets, de faire une expérimentation à large échelle sur 3 siècles, qui est le capitalisme consumériste, productiviste, croissanciste. Et qu'on peut interpréter comme un système qui nous permet collectivement, inconsciemment, souvent, c'est pas dit tous les jours comme ça, mais de porter d'une manière particulière un certain nombre de rôles, d'activités, de ressources de sens qui nous permettent de nous débrouiller avec cette mortalité qui est la nôtre et à laquelle on ne peut pas échapper. Et donc, il y a une sorte de déni structurel de la finitude qui, dans notre cas capitaliste, nous a mené clairement à une destructivité écologique. Et je dirais, et c'est ma première question, est-ce que tu penses qu'on peut interpréter tout ce que je viens de raconter maintenant, hein, c'est-à-dire en fait
une culture, un paradigme, on va le dire comme ça, un paradigme presque cosmologique, un paradigme philosophique, un ensemble de visions du monde qui nous permettent de porter notre finitude. Alors, il y a d'autres cultures qui les portent autrement, mais on va parler du capitalisme, puisque c'est quand même celui dans lequel on se trouve. Comment on fait pour démanteler un commun négatif culturel? Comment on démantèle une culture? Comment on démantèle une vision du monde dont on sait, alors pour le coup, là il y a une analogie assez forte avec le commun négatif matériel, dont on sait depuis un moment déjà, et en tout cas on doit l'admettre maintenant, qu'elle nous mène collectivement à dépasser les limites planétaires, à détruire notre milieu de vie, celui des espèces non humaines, etc. Comment on démantèle ça? Est-ce que tu penses que l'approche de l'écologie du démantèlement peut nous donner quelques indications sur comment on démantèle un héritage négatif, culturel et métaphysique, si j'ose dire? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je n'avais pas trop parlé des communs négatifs, mais c'est vrai que c'est une composante importante de ce travail, en disant que finalement on hérite de beaucoup de choses aujourd'hui, y compris de choses qui ne participent pas forcément d'un avenir viable, ne participent pas forcément du maintien de conditions d'habitabilité, que dans les choses en question, il peut y avoir des éléments techniques, infrastructurels, matériels, effectivement au sens large du terme. Et d'ailleurs, quand on a publié notre premier livre avec mes collègues Héritage et fermeture, il y avait un enjeu de remettre au cœur de l'écologie ces éléments-là, qui étaient des éléments un petit peu laissés de côté au profit, ce qui peut être très bien par ailleurs, mais d'une écologie du vivant, ce genre de choses. En disant, bah, il y a aussi ces infrastructures, ces chaînes logistiques, ces éléments dont on ne parle pas vraiment, mais qui tissent le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est normal qu'on n'en parle pas trop, parce que la définition du point de vue des sciences sociales de l'infrastructure, c'est quelque chose qui est caché. L'infrastructure, c'est pas forcément ce qu'on voit au premier plan. Donc son fonctionnement, sa présence est en partie toujours cachée. Mais effectivement, ces communs négatifs peuvent tout à fait, de mon point de vue, s'appliquer à des éléments immatériels, que ce soit des représentations, des paradigmes, des modèles économiques, alors qui peuvent après, voilà, sous forme de documents ou autres, avoir donner une matérialité quelconque, mais ça peut être des éléments aussi juridiques, mais en tout cas qui n'ont pas le même type du tout de matérialité, qui sont des éléments plus abstraits. Donc c'est sûr que le démantèlement d'une centrale à charbon et le démantèlement d'un système juridique marqué par, je sais pas moi, le droit du colonisateur ou quelque chose comme ça, ses représentations, etc., c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes, ce sont pas les mêmes moyens. D'où le fait d'ailleurs, finalement, de responsabiliser des gens dans tous les domaines, finalement, pour réinterroger ces héritages. Réinterroger ces héritages matériels. Qu'est-ce qui fait fonctionner une ville comme Lausanne en termes de flux, d'énergie, de captation, peut-être de tous ces éléments-là, mais aussi peut-être interroger le droit, interroger nos représentations, celles et ceux qui fabriquent aussi ces représentations, ces modèles abstraits qui nous permettent de fonctionner. Moi, j'ai l'habitude, des gens dans la salle qui le savent, notamment de beaucoup regarder tout ce qui est mèmes. Vous savez, les mèmes, vous connaissez les mèmes? Qui connaît les mèmes? Ah, super. Donc les mèmes, ce sont... alors, la définition, c'est que... D'abord, utiliser la définition à la Dawkins, c'est une unité de réplication culturelle. Donc il y a le gène qui est l'unité de réplication biologique, et puis il y a le mème qui serait une unité de réplication culturelle. Donc une idée qui va d'ailleurs, selon Dawkins, nous coloniser et faire qu'on peut se sacrifier au profit de cette idée pour que cette idée perdure. Donc une idée qui va coloniser son hôte et éventuellement l'utiliser, ce qui peut être le cas des idéologies, typiquement, pour contraindre, transformer le comportement de son hôte. Et plus largement, ce qu'on appelle des mèmes sur Internet depuis quelques années, mais qui quand même est lié à cet élément qu'on trouve chez Dawkins, chez Susan Blackmore, chez des gens comme ça. Ce sont toutes ces images qui sont produites justement par des gens et qui cristallisent finalement un petit peu nos représentations. Ça peut être des images humoristiques, ça peut être des images qui correspondent à du commentaire politique, ça peut être des images aussi qui essayent de mettre en scène
des positions idéologiques contemporaines. Moi-même, j'ai un certain faible pour ce type d'image-là, où on a finalement, de manière un peu vernaculaire, des positions politiques, des positions philosophiques, parfois à mi-chemin entre la fiction, la réalité. On ne sait pas trop toujours de quelle nature c'est, et qui donne à voir finalement quelque chose du bain culturel dans lequel on est sans arrêt. Et effectivement, si on veut démanteler, transformer ces représentations, ce bain culturel, ces éléments idéologiques, un des enjeux premiers, c'est comme avec les infrastructures, c'est de les rendre visibles. C'est de savoir exactement dans quel bain on est. Or, vous savez, comme Aristote le dit, hein, le poisson ne voit pas l'eau dans laquelle il nage. C'est subtil. C'est-à-dire, comme c'est son milieu à lui, eh bien, l'eau ne lui est pas apparente. Ben, c'est un petit peu ça. On ne sait pas forcément dans quel bain culturel, dans quel bain cosmologique, finalement, on baigne au quotidien. Et donc, rendre visible tout ça, rendre visible à la fois ce que ça nous permet de voir et ce que ça nous empêche de voir, ce que ça révèle et ce que ça offusque, ça permet aussi de montrer qu'il y a d'autres possibilités, d'autres manières de faire. Et effectivement, de ce point de vue-là, c'est aussi un héritage avec lequel on doit apprendre à négocier. Donc cette idée de commun négatif, elle nous appelle finalement à faire un inventaire, à la fois un inventaire matériel de ce dont on hérite, qu'on ne pourra pas maintenir, ou qu'il ne faudra pas maintenir, aussi pour une raison de justice, parce qu'on peut le maintenir, mais au détriment de qui? C'est aussi une question qui peut se poser, évidemment. Mais de la même manière, il y a tout cet héritage juridique, littéraire, en termes aussi de représentation, de cosmologie, on pourrait dire, qui façonne aussi nos comportements, nos imaginaires, nos récits et donc notre action, et vis-à-vis duquel on doit sans doute également exercer cette espèce de droit d'inventaire qui, d'une certaine manière, est le cœur de la redirection écologique. Ok, alors je voudrais essayer de te pousser un peu plus loin dans les retranchements, puisque tu as été si facilement d'accord avec ce que j'ai dit là. Alors, la raison est la suivante, c'est que si on admet effectivement ceci, la difficulté, me semble-t-il, c'est que dans le cas du capitalisme et plus largement de l'économie de marché, etc., qui s'étend jusque dans les débats sur le capitalisme vert, avec l'idée que tout ira bien, il ne faut pas de grands changements fondamentaux, il faut juste bidouiller le système, etc. Mon diagnostic du côté de l'économie existentielle propose qu'il s'agit là de mesures, d'attitudes d'évitement, de déni existentiel. C'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme, le marché étant justement l'eau dans laquelle on baigne, pas seulement au niveau matériel, mais au niveau du sens que ça nous permet de donner à nos vies par défaut sans trop y réfléchir. On consomme, on travaille, on occupe les rôles, on aspire à avoir plus de fric, à une deuxième maison, etc. Enfin, le rêve américain ou d'autres variantes de ça. Si on n'est pas attentif à la composante existentielle et la composante du sens profond, du colmatage, si j'ose dire, que ce système économique permet à plein de gens, y compris les gens qui perdent d'ailleurs, qui se sentent responsables de leur échec, parce qu'ils n'ont pas été des bons agents capitalistes, donc en fait, voilà, on connaît la chanson. Si on ne prête pas attention à ça, me semble-t-il, on risque, mais je voudrais voir ce que tu en penses, on risque de déclencher, en fait, par des redirections peut-être mal formulées, mal amenées, mal choisies, même si elles sont totalement légitimes en termes écologiques, même si elles anticipent correctement, tu vois, les aspects que tu as dit tout à l'heure, si elles sont prévoyantes, si elles sont même démocratiques, tout ce qu'on veut, elles sont amenées par des gens dans des assemblées et tout, est-ce qu'on ne risque pas de, sans faire exprès, de mettre le doigt sur du déni, de l'angoisse, de la résistance, c'est-à-dire, au fond, du deuil? Parce que tu as dit, quand on hérite de communs négatifs, la manière dont on essaye de démanteler, c'est notamment, il faut éviter le validisme, tu en as parlé, il faut recomposer nos attachements. Tu as très bien dit, je trouvais, c'était très, très bien encapsulé comme ça, l'idée d'un passage de la logique de la rentabilité, de l'addition
à une logique de la viabilité de la soustraction. Super. Je pense qu'on peut pas ne pas être d'accord avec ça. Et je trouve que ton travail, votre travail est vraiment très très pertinent sur ces aspects-là. Simplement, est-ce que le fait de ne pas voir le lien, alors comme tu l'as dit, invisible, souterrain, de même, quelque part infrastructurel, la métaphysique, l'existentiel, c'est une infrastructure, alors idéale, émotionnelle éventuellement, mais il y a des infrastructures de ce type-là aussi qui sont très très présentes. Si on ne voit pas ça, est-ce qu'on ne va pas, comment dire, ne pas se rendre compte que le capitalisme, la croissance, la consommation, l'extraction, la transformation de ressources précieuses dans des trucs complètement inutiles qu'on consomme de manière débile alors qu'on n'en a pas besoin, etc. Enfin, tous ces mécanismes qu'on essaye sur lesquels on essaye de faire de la prévention, si tu veux, dans ton approche, qu'en fait, ils ont une fonction, ces mécanismes, qui est notamment symbolisée par le fait, tu l'as dit tout à l'heure très justement, en général, il n'y a pas de réflexion sur la fin des produits, des cycles de produits. On peut le faire après, on peut le faire si on fait de l'écologie industrielle, mais en général, les designers et surtout pas les marketeurs et les industriels ne veulent pas déjà au début, quand ils font de la recherche et développement, se dire on lui donne combien d'années à ce produit. Enfin, en général, en tout cas pas pour des raisons écologiques. On peut prévoir son obsolescence, voire la programmer pour des raisons économiques, mais pas se dire on va faire ces bagnoles électriques, mais on sait que ça va être 30 ans, puis après il faudra passer à autre chose, il faudra mettre au rebut toutes les bagnoles. Je pense qu'il n'y a aucun fabricant qui a envie de faire ça. Et un autre exemple d'immortalité comme ça fantasmée, c'est l'immortalité juridique de la société anonyme, par exemple, qui était un des grands acquis du capitalisme, qui fait que même si tout le monde meurt dans une entreprise, la personnalité de l'entreprise perdure, et donc quelque part on crée des espèces de grands zombies économiques qui restent là et qui continuent leurs méfaits même si tous les individus sont disparus. Bref, je suis un peu long. Qu'est-ce que tu penses donc du rôle du deuil et de son importance, l'importance de le mettre en évidence quand il s'agit de dépasser des résistances, ou de risquer de taper à côté quand on fait de la redirection? Alors, je vais être en complément plus qu'en contradiction. Donc désolé d'emblée. En fait, c'est une question que je vais traiter dans mon prochain livre si j'arrive à le terminer. Et si je suis au chômage, c'est un peu plus facile. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, et c'est une dimension sur laquelle j'ai travaillé pas mal depuis 2 ans, à différence peut-être de mes collègues, donc là je parle vraiment en mon nom propre, c'est qu'effectivement, et tu vois que ça touche, mais en même temps c'est pas tout à fait la dimension que tu évoquais, c'est qu'effectivement quand on est sur des enjeux de redirection écologique, on va toucher à des éléments extrêmement sensibles. Alors tu as indiqué pourquoi, plutôt sous l'angle d'ailleurs du déni de la finitude, ce qui ressortait, qui peut être tout à fait quelque chose d'important à l'aune effectivement de ce qu'on a expliqué. Moi, la matérialisation de ça que j'observe, c'est quand on parle de ces questions de renoncement, d'arrêter de faire un certain nombre de choses, etc., très vite, on va effectivement être confronté à des formes de réactance extrêmement profondes. Donc il y a un enjeu à l'anticiper, à ne pas travailler ces questions naïvement, en disant bah voilà, regardez, le renoncement, ça va être super et personne ne va réagir. Non, c'est pas comme ça. Donc il y a un enjeu justement à déployer le travail autour de ces questions, le travail pratique autour de ces questions avec non pas un minimum, mais un maximum de tact. Moi, je tiens beaucoup à cette notion du tact, la manière dont on amène les choses pour ne pas en faire un repoussoir. Parce que sinon, on s'expose, comme j'ai indiqué, à des formes de réactance qui très vite peuvent prendre, c'est ce qu'on observe depuis quelques années, la forme notamment d'une défiance extrême. Et la défiance extrême, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout un ensemble de choses, elle prend volontiers la forme d'une théorie du complot.
Donc parmi les exemples qui m'intéressent de redirection, de renoncement, il y a... alors c'est un exemple qui est assez rigolo, mais ça dépend de votre sens de l'humour, hein, évidemment. Le mien, il est forgé à... Voilà. C'est l'exemple de la viande. Il y a une théorie du complot autour de la viande rouge. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc tous les indicateurs, c'est pas que pour des raisons écologiques, il y a des raisons de santé, il y a des enjeux écologiques aussi pour diminuer l'empreinte carbone de l'élevage, la consommation de viande rouge en particulier, qui nous indiquent qu'il faudrait moins, comme ça, moins consommer de viande rouge. Après, il y a débat sur le pastoralisme, tout ça, mais je laisse ça de côté. Et bien du coup, il y a des gens qui considèrent que, en fait, si on nous demande de moins manger de viande rouge, parce que la viande rouge, ça rend fort, tout le monde sait, ça fait des hommes qui sont forts. Alors qu'en fait, c'est les femmes qui doivent plutôt manger de la viande rouge. Ça va nous affaiblir, et donc si on nous demande d'arrêter de manger de la viande rouge, c'est pour nous affaiblir, pour nous contrôler, et donc on a des gens qui, en réaction, se mettent à manger que de la viande rouge. Un régime tout viande rouge. C'est ça. Alors là, pour des raisons plus idéologiques que des raisons médicales. Vous ne voulez pas que je mange de la viande rouge? Et moi, je mangerai que de la viande rouge. Côte de bœuf à tous les repas. Ça va coûter très cher, hein, par ailleurs. Il n'y a qu'en Suisse qu'on peut faire ça. C'est un exemple, mais vous avez un autre exemple avec la ville du quart d'heure. Je ne sais pas si vous connaissez la ville du quart d'heure. C'est pratiqué notamment, en tout cas, c'est mis en avant à Paris, mais dans plein de grandes villes, cette idée qu'il faudrait avoir tous nos services à 15 minutes à pied ou en transport en commun de chez nous. L'hôpital, les commerces, etc. Dit comme ça, c'est une idée, je dis souvent, plutôt gentille. Hein. C'est pas, d'ailleurs, Carlos Moreno, qui est prof à la Sorbonne, qui est un peu un des promoteurs de cette idée, quand il la présente, il dit attention, moi je suis pas d'extrême droite et pas d'extrême gauche. Mais en tout cas, il prend bien soin de dire que c'est pas un extrémiste. Vous voyez, c'est pas. Il était marxiste un peu dans sa jeunesse, donc il veut montrer que voilà. Au Royaume-Uni, cette idée, en fait, à partir de 2022, est devenue une théorie du complot. Une théorie du complot, alors, qui est née à Oxford, ce qui est rigolo parce que vraiment la ville du savoir et puis qui devient ici la source d'une théorie du complot, où en fait, bon, pour le dire très vite, Oxford c'est une ville médiévale avec beaucoup de congestion et donc la ville avait voulu mettre en place un système pour réguler le trafic. Système où on observait les plaques d'immatriculation des gens pour dire vous avez le droit 100 jours par an de circuler à tel endroit, mais le reste du temps c'est interdit, on va vous contrôler un petit peu comme ça. Il y a un côté un peu capitalisme de surveillance, mais en version vraiment très soft. Et à côté de ça, il y avait un plan que chez eux, ils appellent la ville des 20 minutes. Parce évidemment, il faut une appellation différente. Redirection écologique, transition écologique, tout ça. Et en fait, c'est devenu, en fait, pour un certain nombre de personnes sur place, ont assimilé cette mesure concernant le trafic à la ville du quart d'heure, et ont assimilé la ville du quart d'heure, finalement, à une interdiction de se déplacer. Et donc, on considérait que la ville du quart d'heure, c'était la ville des 7 minutes 30. Pourquoi 7 minutes 30 ? Exactement. Comme les confinements. Et donc, une espèce de confinement climatique généralisé. On vous confinait pour éviter que la Covid ne circulât. Eh bien, on va vous confiner pour limiter votre empreinte CO2, limiter votre empreinte écologique en général. Et donc, il y a eu une espèce de greffe de ces thématiques qui touchaient à quelque chose de très profond. Qui peuvent toucher d'ailleurs cette question de la finitude, hein, par ailleurs, en disant on rejette ça, et finalement la forme que ça va prendre, c'est finalement cette théorie du complot. Il y a un grand complot mondial pour nous contrôler et pour nous interdire de voyager, de prendre notre voiture, etc. etc. Bon, ce qui va chercher d'ailleurs tout l'imaginaire de la voiture, du déplacement et compagnie, ça va chercher des choses assez profondes. Et donc ça a fait tache d'huile, et au Royaume-Uni, les médias de Rupert Murdoch, c'est le Vincent Bolloré, une sorte de Vincent Bolloré qui aurait réussi. En fait, c'est du stand-up, vous ne savez pas, mais... Exactement. Je vais en Suisse pour refaire mes blagues ensuite.
parce qu'elle est sur moi, donc faut rire de soi. En fait, donc ils contrôlent des chaînes au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis, avec notamment Fox News, c'est la chaîne de Rupert Murdoch, hein, donc c'est vraiment un magnat des médias d'extrême droite dans le monde anglo-saxon principalement. Dans les chaînes de Rupert Murdoch, on expliquait que, sur les chaînes de Rupert Murdoch, on expliquait qu'effectivement, la ville du quart d'heure, c'était la ville du confinement généralisé. Que les gens d'Oxford, qui prenaient des décisions, voulaient enfermer les habitants d'Oxford et leur interdire de se déplacer, etc. Et c'est remonté d'ailleurs jusqu'à certains ministres, à l'époque c'était les Tories, les conservateurs qui étaient au pouvoir, et le Premier ministre de l'époque a dit effectivement il faut qu'on se penche sur cette ville du quart d'heure parce que ça fait peur. Donc c'était pas du tout... et ça a fait tache d'huile aux États-Unis, ça fait tache d'huile en Argentine. Poétiquement, vous voyez un peu des liens. Carlos Moreno, quand il est allé se déplacer au Royaume-Uni, quand il est allé se déplacer en Argentine, mais il a demandé une protection policière. Alors que le gars, pas de Che Guevara, hein, voilà, il le dit lui-même. Donc, effectivement, je pense que quand on est sur ces questions-là, on est à une feuille de papier à cigarette de possibilité de réactance, parce que ça touche à des choses extrêmement profondes et qui sont parfois des choses dissibles. Si on me dit c'est mon emploi qui est en cause, c'est ma subsistance dans le système actuel qui est en cause, on peut tout à fait comprendre que les personnes voient l'écologie comme une menace. Enfin, moi, je peux tout à fait l'entendre, hein. Surtout s'il n'y a pas de plan à côté, clé en main, pour dire voilà l'avenir qu'on vous garantit. Je peux vous assurer qu'un plan clé en main sur la question d'emploi, il n'y en a pas aujourd'hui, donc ça c'est réglé. Donc si on n'a pas d'alternative, forcément ça creuse des formes de défiance qui sont déjà bien affirmées aujourd'hui, que ça va tout à fait dans le sens d'une pente très, très glissante. Et en France, on a vu les conséquences politiques de tout ça, on les voit toujours. Donc ça c'est un point qui est effectivement important. Et le deuxième point que je voulais dire par rapport à ça, c'était, pardon, tu avais du coup... je sais plus. Extrême droite, j'ai dit. Eh bien, on essaie de comprendre justement quels sont les ressorts de cette défiance. S'il n'y a pas de plan B, c'est le ressort d'une défiance qui est une défiance qui n'est pas complètement illégitime. Nous, on travaille sur un projet qui est porté par moi en particulier, par le réseau salariat. Donc, réseau salariat autour de Bernard Friot sur le salaire à vie, salaire à compétences, etc. Porté par d'autres acteurs qui sont au carrefour des enjeux d'écologie et d'emploi, qui est le projet de sécurité sociale de la redirection écologique et qui vise justement à comprendre la dépendance au salaire, qui peut évidemment vulnérabiliser les personnes, parce que si les personnes voient leur salaire menacé, c'est toute leur existence qui peut être en cause. Et s'il n'y a pas de plan B, s'il n'y a pas d'accompagnement, si les personnes ne sont pas acteurs et actrices finalement des transformations liées aux enjeux écologiques à venir, la perspective de l'écologie, c'est juste quelque chose qui menace ma subsistance, menace mon activité. J'ai pas moi-même, je peux éventuellement être stigmatisé dans l'activité que j'exerce si c'est une activité jugée comme étant écocidaire. Et du coup, l'écologie, dans ce cadrage-là, ça devient un repoussoir. Donc, comment on fait pour... c'est un exemple, hein, mais comment on fait pour que les personnes qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique, dans des aciéries, dans la pétrochimie, dans plein de domaines dont l'avenir n'est pas forcément garanti ou ne devrait pas être garanti, par ailleurs, et elles peuvent en avoir conscience, ne vivent pas uniquement l'écologie comme une stigmatisation et ou la perte finalement de leur emploi à venir, mais qu'elles puissent aussi être associées au fait de dire, voilà, on a une connaissance de notre outil de production, comment est-ce qu'on peut rediriger l'outil de production pour produire autre chose, autrement pour d'autres personnes, et ne pas être simplement des gens qui vont être laissés sur le carreau à terme, mais en fait des gens qui ont quelque chose à dire et à apporter dans ce débat et dans la transformation de ces enjeux-là. Donc si on ne fait pas ce travail d'apporter des réponses qui font défaut aujourd'hui, j'allais dire, c'est normal que la défiance se creuse et qu'on ait ce type de réaction. On a encore est-ce qu'on a encore 5 minutes pour un dernier échange et puis après on vous passera la parole. Alors, oui, alors juste très rapidement, Alexandre, sur ce que tu viens de dire maintenant, est-ce qu'on peut se brancher rapidement sur le débat sur le revenu de base? Parce que
ce que tu viens de dire là pourrait être interprété, en tout cas, par les défenseurs et défenseuses du revenu de base comme une espèce d'argument presque nouveau en faveur d'un revenu de base qui permettrait d'alléger les angoisses liées à l'avènement de la logique de la viabilité de la soustraction. C'est-à-dire, si on n'est plus sûr d'avoir un salaire et s'il y a certains secteurs qui doivent absolument être démantelés, quitte à ne plus produire du tout les biens en question, cas extrême, enfin bon, est-ce que la logique d'ensemble d'un revenu de base, d'un soutien inconditionnel de revenus n'est pas éminemment pertinente? Juste en 2 mots, puis après j'ai une dernière question pour toi. Alors, je vais encore te décevoir parce que je vais être complètement d'accord avec cette affirmation. Oui, mais quand même. Oui, effectivement, tout ça pose la question de ce qu'on pourrait appeler une économie des communs négatifs et une économie du soin à apporter à ces communs négatifs. Que deviennent ces infrastructures, que deviennent ces activités, que deviennent ces éléments-là qui ne vont pas disparaître d'un coup d'un seul, même si on fait la transition. Moi, j'ai posé la question à l'ADEME, qui est l'agence qui s'occupe des questions environnementales en France. OK, on fait la transition, donc ça veut dire qu'on investit sur de nouvelles sources d'énergie, mais donc ça veut dire aussi qu'on désinvestit de certains emplois, de certaines infrastructures, de certaines choses. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ces emplois? Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires? Qu'est-ce qu'on fait de ces infrastructures? Bon, le projet n'a pas été financé, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément de réponse à cette question. Mais c'est une question fondamentale. J'ai publié un article, philosophe, théoricien français qui s'appelle... est-ce qu'il est français d'ailleurs? Peut-être suisse, Yves Citon. Ah, voilà! Vous voyez comme je suis corporate. Et Yves Citon, donc j'ai publié un numéro de la revue Multitude sur les communs négatifs en décembre dernier. Et il a un très bon article où il dit justement, il pose cette question des communs négatifs de cet héritage, et il explique qu'effectivement, peut-être qu'il faut imaginer pour demain une économie basée sur revenu de base, revenu universel, salaire à vie, salaire... Je ne rentre pas dans ces débats-là. C'est pas l'enjeu après techniquement. Après, je sais que c'est des guerres picrocolines, hein, les gens se détestent et tout ça, mais il faudra arriver à dépasser cet élément-là pour dire est-ce qu'il ne faut pas qu'on donne la possibilité effectivement aux gens, en assurant cette forme de revenu, eh bien, de prendre soin de leur environnement, des infrastructures, tout un ensemble de choses qui demandent aujourd'hui du soin, pour lesquelles on n'a pas d'économie adaptée, parce que l'économie capitalistique qu'on connaît n'est pas adaptée à ça, alors même que c'est fondamental. Et effectivement, une des réponses possibles, ce sont ces diverses formes de revenus. Et j'ajouterais, mais là tu ne peux pas répondre, des formes de création monétaire nouvelles aussi. Hein, parce qu'il faut, pour éviter l'argument de « ah, on ne peut pas se le permettre, c'est trop cher » et tout, il faut pouvoir créer, que les États puissent créer de la monnaie sans contrepartie, pas par les canaux habituels. Alors, dernier point, puisque tu es à Lausanne, il y a des gens de l'UNIL qui sont là, etc. Je ne peux pas ne pas te demander comment l'approche que tu as construite, que tu élabores, se situe par rapport à la théorie du donut de Keith Raworth. Tu connais. Comment est-ce que ça te semble être juste un petit gimmick graphique, ou est-ce qu'il y a quelque chose sur par lequel tu peux te brancher vraiment sur cette théorie ou pas? Non, on peut se brancher sur cette théorie. D'ailleurs, on a plusieurs étudiants. J'ai un ancien étudiant qui... alors, il avait une thèse de thermodynamique avant de devenir mon étudiant, qui est déjà beaucoup plus compétent que moi, qui travaille maintenant à l'école des mines de Saint-Étienne dans une équipe de recherche donc en France spécialisée sur cette question du donut. J'ai un ancien étudiant qui a travaillé aussi dans un autre cadre, mais en lien avec le précédent, sur l'atterrissage du donut. Et c'est vrai que qui peut être aussi l'atterrissage des limites planétaires en fait. Hein, en réalité, il y a tout un enjeu à réussir aussi à opérationnaliser ces concepts-là, qui apportent effectivement quelque chose, même si il y a le plancher et le plafond, et ils sont pas d'une même nature, parce que un qui est social, l'autre qui est environnemental, donc c'est pas exactement les mêmes indicateurs. Mais la question qui se pose et qui je trouve est intéressante, c'est comment est-ce qu'on arrive à les faire atterrir pour les opérationnaliser, parce que notamment les limites planétaires, qui sont une des composantes du donut, au départ, c'est pas du tout pensé pour être opérationnalisé à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle
d'une infrastructure ou que sais-je. Donc il y a tout un travail à réaliser. Et puis comment est-ce qu'on arrive aussi à préciser éventuellement les éléments justement politiques qui sont sous-jacents et qui sont largement ouverts à la controverse, mais qu'il faut arriver à investir. Donc oui, je pense que c'est assez intéressant, que ça donne une boussole aussi pour s'orienter dans ces questions, sans forcément toutes les résoudre. C'est pas forcément ce qu'on lui demande non plus. Mais je dirais qu'il y a encore un travail à faire pour aller vers cette opérationnalité, cet atterrissage justement un peu territorial, concret du donut comme des limites planétaires.